On va vous laisser présenter justement le but de l'association qui, quelque part, veut aussi professionnaliser ce développement. C'est bien résumé. Merci Olivier. Merci pour cette introduction, Madame la Présidente. Alors effectivement, je vais vous présenter très rapidement l'AMF et puis ce que représente l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur le thème de construire et réussir son projet de méthanisation agricole. Donc là, j'interviens vraiment au titre de l'association et pas de l'exploitant. Je le ferai dans un autre temps. L'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée il y a maintenant 8 ans. Elle a été constituée en 2010. À l'époque, on était une dizaine seulement à se regrouper pour essayer ensemble de bâtir quelque chose d'assez cohérent pour nous agriculteurs et qui nous permette de développer ce qu'on pense être un outil indispensable dans la transition énergétique, mais aussi un des outils qui va être prépondérant pour les agriculteurs de demain. Je vous citerai des exemples beaucoup plus concrets avec le cas de la ferme d'Arcy tout à l'heure. Et donc, ce que veut l'AMF avant tout, c'est être la voix représentative de la méthanisation agricole en France. Et elle y arrive aujourd'hui parce que ce soit en injection ou en cogénération, je rentrerai dans le détail technique tout à l'heure, mais on regroupe à peu près une installation. Il y a à peu près un producteur sur 2 qui adhère aujourd'hui à l'AMF. Donc aujourd'hui, ça veut dire que s'il y a un peu plus de 400 méthaniseurs qui produisent en France, il y en a un peu plus de 200 qui sont adhérents à AMF. Et on se regroupe, on se voit régulièrement. La dernière rencontre était à Strasbourg, à cheval avec le salon Expo Biogaz que certains ont peut-être vu. Et donc c'était l'occasion justement d'avoir cet échange entre producteurs. On a à l'AMF une ligne de conduite, c'est unis pour partager et innover. Partager dans la diversité parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 principales voies de valorisation quand on produit du biogaz. On peut le valoriser sous forme d'électricité et on peut le valoriser également sous forme de biométhane. Donc en électricité, on a des installations très petites, 30 kW, ça ce sont principalement des lycées agricoles, puisque les lycées s'y mettent aussi, et la formation est un axe important. Beaucoup d'écoles se posent la question et sont en train de mettre en place des systèmes de formation pour former des gens à exploiter une unité de méthanisation. Et puis on a des installations beaucoup plus grosses. Justement, la semaine dernière, en même temps qu'Expo Biogaz, on visitait l'installation d'un autre vice-président, Philippe Meinrad, qui donc a un méthaniseur qui non seulement traite des biodéchets agricoles, mais fait également de la collecte de biodéchets. Et donc à une unité qui est beaucoup plus importante, qui fait un peu plus d'1,5 méga. Donc on a la tranche haute et la tranche basse des méthaniseurs. On va dire que la moyenne à l'AMF, elle est autour de 350 à 400 kW. Donc ça, c'est pour la partie cogénération. On a des projets qui se sont mis en place de façon plutôt individuelle au démarrage, et puis maintenant, il existe aussi des projets collectifs, 10, 15, 20 agriculteurs qui se regroupent pour avoir une capacité suffisante, quelque chose qui nous permette de rendre accessible, on va dire, la méthanisation à tout type d'exploitation agricole. Plusieurs voies de production, la voie solide ou la voie liquide. Ce que vous rencontrez le plus souvent au bord des routes, c'est ce qu'on appelle l'infiniment mélangé, c'est la voie liquide. Prépondérante également pour la partie injection, mais c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à gérer ou qui présente moins de variations de production, et donc c'est ce qui fait qu'on a quelque chose on va dire que la répartition au sein de l'AMF, elle est à 90% sur la voie liquide et à 10% sur la voie solide. Voilà. En termes de production d'électricité, alors les chiffres que je vous montre là, 40 MW, ça vous parle peut-être pas, tout comme 4200 Nm3, mais ça c'est la totalité des adhérents AMF. Donc en gros, 40 MW, c'est les besoins d'électricité de 100 000 habitants, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça commence à faire une sacrée petite ville. Ça peut être une goutte d'eau. En injection, on parle de 4200 Nm3, ça c'est l'équivalent de 100 000 foyers BBC, bâtiments basse consommation. Ça commence à peser un petit peu. L'objectif, il est d'atteindre 10% à 2030. Donc on est sur le bon trajet, même si ça avance relativement doucement. Là, vous avez une carte qui vous présente la répartition des adhérents de l'AMF. Alors oui, il y a 2 principales concentrations à l'est et à l'ouest.
En Bretagne, parce que les constructeurs s'étaient principalement installés là-bas en se disant il y a du cochon, donc il y a du lisier, donc on va essayer de reproduire le schéma allemand. Il faut bien différencier, ça a été évoqué tout à l'heure par Madame la Présidente, les 8 ou 10 000 méthaniseurs allemands et les méthaniseurs français qui sont faits sur une manière et bâtis sur une manière différente, avec des attentes différentes, ce qui fait que les constructeurs allemands qui sont venus sur le marché français n'ont pas forcément été au rendez-vous et n'étaient pas forcément en mesure de répondre aux besoins des porteurs de projets. Ça s'est amélioré, mais il y a eu pas mal de difficultés, principalement sur la première brique d'unité de méthanisation, qui est l'incorporation. Donc beaucoup d'installations en Bretagne, pas mal à l'Est, un petit peu dans d'autres régions. Bon, c'est vrai qu'à l'AMF, on a une grande majorité des installations qui sont Nord-Loire, mais parmi les visites, on en fait aussi dans le Sud, et il y en a une au cours de cette année. Alors très succinctement, parce que je pense que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà posé la question de savoir ce qu'était un méthaniseur. Je fais un tout petit peu de technique, mais en gros, à la régie, on peut balancer sur un micro ? Ça vous dérange ? Ça vous dérange pas, Olivier ? Non, je suis avec vous, Thierry Barrière. Donc concrètement, la méthanisation, c'est la fermentation anaérobie, mésophile ou thermophile, de matière organique non ligneuse. Super, quand il nous a dit ça, il est sorti de l'école, il est gentil, mais ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire fermentation, ça c'est bon, vous allez dire. Anaérobie, ça veut dire qu'on est privé d'air. Donc on est bien sous des membranes qui sont étanches. Et ça, c'est un facteur important parce que dans la réalisation d'un projet arrive souvent le problème de l'acceptabilité. Et dans l'acceptabilité, il y a l'odeur. Et donc le fait de préciser que c'est une fermentation anaérobie, donc privée d'air, ça peut jouer parce que la production du biogaz, elle se fait dans ces cuves. Et donc, il n'y a rien qui échappe. S'il y a du biogaz qui s'échappe, c'est que j'ai une fuite, c'est que je perds de l'argent, donc il y a un problème. Donc on travaille toujours en fermentation anaérobie. Mésophile ou thermophile, alors dans la grande majorité des cas, on travaille en température mésophile, c'est-à-dire autour de 39-40 degrés. C'est ce qu'il y a de plus facile à gérer, on va dire, sachant qu'on chauffe ces cuves, non pas avec de l'énergie fossile, mais avec une partie de notre production. On n'a pas le droit de produire de l'énergie verte en grillant de l'énergie fossile, c'est un peu aberrant dans le système, donc on utilise une partie de notre production. Thermophile, c'est à des températures bien plus grandes, alors ça, il y en a beaucoup moins, mais c'est 50-55 degrés. Et j'ai précisé matière organique non ligneuse, parce qu'on dit que voilà, on fait fermenter la matière organique, oui, mais on reconstitue dans cette grosse panse de vache, cette cuve en béton, en fait, elle représente une panse de vache où on va reconstituer le même milieu biologique. Et donc, on ne peut pas dégrader la matière ligneuse parce que les bactéries qu'il y a dedans, ce n'est pas celle des termites. Et donc, si vous mettez des bouts de bois là-dedans, les bouts de bois vont pas être digérés et vous allez les retrouver, s'ils ne se coincent pas avant, à la sortie de votre digesteur. Donc, concrètement, comme je le disais, on reconstitue la biologie de la panse de la vache. Si vous rentrez un grain entier dans votre digesteur, exactement comme il y a certainement des éleveurs qui sont présents dans la salle, si vous rentrez un grain entier, s'il n'est pas attaqué, il va être protégé et il va ressortir à la fin en entier s'il n'a pas été broyé ou aplati parce qu'il ne peut pas être digéré par ces fameuses bactéries. Donc on y met ces matières organiques non ligneuses, ça peut être des effluents d'élevage, ça peut être ce qu'on appelle des cives. Alors quand je disais qu'on est sur un schéma différent du schéma allemand, c'est que la culture dédiée en France est très mal perçue, elle est même réglementée. Concrètement, vous n'avez pas le droit dans votre méthaniseur de mettre plus de 15% de culture dédiée. Ça, c'est la réglementation. Donc vous pouvez en mettre un petit peu, mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans le schéma allemand où on a bloqué 18% de la SAU pour mettre du maïs qui est de la culture principale. Donc on a développé un nouveau terme qu'on appelle les cives. Les cives, c'est les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Concrètement, c'est quoi ? Nous, les premiers, quand on a développé le projet, on avait les sipons, donc piège à nitrate, ça je pense que tout le monde maîtrise. En général de la moutarde, ça coûte et il fallait le broyer. On a transformé cet inconvénient, donc obligatoire depuis 2012, en avantage, c'est-à-dire qu'on a ressorti du tiroir des nouvelles cultures, du sorgho, de l'avoine brésilienne, du seigle, enfin des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Et ces fameuses cultures, ces cives, on les intercale entre deux cultures alimentaires. Et ça, en termes d'image, ça passe beaucoup mieux parce qu'on conserve sur 2 années 2 cultures alimentaires et au milieu, on intercale une culture énergétique. D'où le terme de cive, culture intermédiaire à vocation énergétique. Et donc cette biomasse va remplir son rôle de piège à nitrate. D'ailleurs, on va même lui apporter du digestat. En apportant du digestat, elle va encore mieux réussir à descendre ses racines et à aller piéger l'azote.
et elle va générer de la biomasse qui va servir au méthaniseur. Donc voilà, voilà ce qu'on peut mettre dans ce fameux méthaniseur. On chauffe à 39 degrés et classiquement, ce qui se fait, c'est, dans la grande majorité des cas en France, en Allemagne et dans le monde, c'est produire de l'électricité avec une cogénératrice. Donc voilà, un moteur à explosion classique qui ne tourne pas à l'essence mais qui tourne au gaz et il génère de l'électricité avec un rendement de l'ordre de 40%. Et là, on revend ça en passant par le réseau de Enedis, donc ex-ERDF. Et en même temps, on produit à peu près la même quantité sous forme de chaleur. Alors la chaleur, il faut la valoriser. Ce n'est pas toujours faisable. C'était obligatoire avant pour bénéficier d'un tarif intéressant, ce n'est plus maintenant. Mais c'est une réflexion qu'il faut avoir quand on décide de valoriser son biogaz sous forme d'électricité. Il en ressort, après digestion, après 100, 120, 130, 140 jours, du digestat qui va se substituer à l'engrais chimique qu'on utilise habituellement sur l'exploitation. Et donc, c'est aussi un intérêt pour la ferme, d'où l'objet de cette réflexion. La deuxième possibilité, c'est d'épurer ce fameux biogaz pour séparer le CH4 du CO2. Parce que quand vous produisez votre biogaz, vous avez 50-55% du biogaz qui est constitué de CH4 et le reste, c'est principalement du CO2. Et là, si vous passez ça dans une machine à laver, ce qu'on appelle un épurateur, eh bien, ce biogaz devient du biométhane et vous pouvez l'injecter dans le réseau de gaz. Alors là, ce n'est pas un seul opérateur de réseau, on en a un qui va intervenir tout à l'heure, qui est le principal, puisqu'on peut injecter dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution. La majorité des installations injectent dans le réseau de distribution et le plus gros opérateur de réseau en France, c'est GRDF. Voilà. Ça reste une économie circulaire et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous, agriculteurs. Et il ne faut pas s'amuser à faire un méthaniseur au milieu de nulle part, où je pense que le schéma du méthaniseur industriel n'est pas forcément le plus pertinent. Et c'est d'autant plus important pour nous, agriculteurs, parce qu'on a toute notre place à mettre un méthaniseur en place, à l'intégrer à la taille de l'exploitation, en amont et en aval. Pourquoi ? Parce que les gisements, on en a. Parce que le plan d'épandage, c'est nous qui le maîtrisons. Et donc, il faut bien bâtir son projet et générer cette fameuse économie circulaire que j'ai représentée brièvement ici, avec les différents déchets agricoles, le fameux méthaniseur, la valorisation qui se fait sous forme de cogénération d'électricité. Et puis, vous voyez qu'on produit du biométhane, de l'électricité au choix. Quand on produit de l'électricité, on produit également de la chaleur. Et le fameux digestat qui est ici, ce qu'on essaie de faire, alors en Bretagne, c'est plus compliqué parce qu'on est en zone d'excédent structurel, mais ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement de calquer à la taille de l'exploitation ou des porteurs de projets pour substituer, encore une fois, l'engrais chimique ou l'engrais minéral qu'on utilisait précédemment par ce fameux digestat qui s'apparente, sorti de séparateur de phase, en gros un compost, et qui a une valeur agronomique en N, en P, en K. Et on peut s'en servir. Donc pour finir de boucler la boucle avec de la production alimentaire et donc avoir une économie circulaire au sein de l'exploitation. Donc un méthaniseur agricole a toute sa place et ce qu'il faut éviter en France, parce que comme l'a dit Madame la Présidente, on a pas mal de retard, mais c'est que nous agriculteurs, on perd cette plus-value. Ce qui est en train de se passer dans certaines régions, c'est qu'il y a des gros faiseurs qui arrivent, des grands groupes, et qui disent « Ok, moi je monte un méthaniseur, je prends 20 paysans, hop, on les met autour de la table, vous m'apportez votre fumier, vous venez prendre le digestat, et on transforme les agriculteurs en chauffeurs de tonnelisiers. » Et ça, il ne faut pas le laisser passer. Je ne suis pas allé manifester à la raffinerie de Grand Puy avec mes collègues pour discuter de l'huile de palme et d'autres sujets, mais ce qui serait vraiment le plus dommageable pour nous, c'est qu'on perde cette plus-value et qu'on se transforme en chauffeur alors qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à mettre en place où nous, agriculteurs, encore une fois, on gère l'amont, on gère l'aval et on a vraiment notre place au sein de cette nouvelle filière qui est l'agriculture. On continuera d'avoir comme premier rôle de nourrir la planète et de nourrir les hommes. Donc ça, c'est notre premier métier et ça le reste dans le schéma français, pas dans le schéma allemand. Mais on peut également fournir l'énergie du territoire et on a honnêtement tous les outils pour le faire aujourd'hui. Voilà. Donc les actions de l'AMF, je suis un peu lent, non, c'est ça ? Il faut que je me dépêche. Les actions de l'AMF, elles sont bien évidemment politiques. Madame la Présidente évoquait tout à l'heure les 15 actions mises en place par Sébastien Lecornu et ça a été fait conjointement dans ce fameux groupe de travail dans les différents ateliers avec l'AMF. On a été porteur de beaucoup d'améliorations en ce qui concerne la méthanisation. Il avait été évoqué le plan EMA, énergie, méthanisation, autonomie azote. Ça a été signé avec Delphine Bateau et Stéphane Le Foll chez Jean-Marc Conneau, un autre membre du bureau de l'AMF.
Ségolène Royal a renchéri derrière en disant c'est pas 1000, c'est 1500 méthaniseurs qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir s'accrocher parce qu'aujourd'hui, même si on est en pleine croissance, on en est encore assez loin des objectifs. Il faudrait faire un x40 par rapport à la situation actuelle. Et donc l'AMF, aujourd'hui, elle a réussi à créer son réseau, à le maintenir et avoir des contacts auprès des ministères, que ce soit Bercy, Boulevard Saint-Germain ou le ministère de l'écologie. Et donc l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est 200 à causer, on est 50%, on est écouté. Et on a ce retour d'expérience que d'autres n'ont pas forcément. Voilà. L'AMF, c'est également des actions, je viens d'en parler, du retour d'expérience. On peut apporter ce que peu d'autres peuvent faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas 1, 2, 3 installations, non, il y en a plus de 200. Et donc on peut avoir du retour d'expérience sur la COG, sur l'usure des pièces, sur la manière de fonctionner, sur la réglementation, sur le retour au sol, sur la construction. Très important. J'ai évoqué tout à l'heure la différence entre les constructeurs, les constructions allemandes et les constructions françaises. Sur l'exploitation, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, on peut échanger sur la méta solide, la méta collective, tous ces sujets-là. C'est aussi réglementaire parce que on fait de l'accompagnement. Jean-Marc Onneau, que j'évoquais, s'occupe de la partie réglementaire, mais il y a énormément de choses qui ont été faites pour accompagner, expliquer les différentes transitions. La méthanisation, elle s'est surtout développée parce qu'il y a des tarifs qui sont venus en face. En 2011, en novembre 2011, sont parus les arrêtés pour l'injection, mais il y a eu ce qu'on appelle le BG6, BG10, BG16 qui sont apparus pour l'électricité, BG11 et BG16, qui ont revalorisé le tarif de vente de l'électricité. Et ça a été un long travail qui a été fait en collaboration avec l'AMF. Voilà. Il y a beaucoup de R&D. Parce qu'on pense que voilà, si on a tous un smartphone aujourd'hui, notre méthaniseur il ressemble peut-être plus à un bebop de l'époque et qu'on a beaucoup de choses à faire sur la biologie. On peut améliorer la biologie. Je vous parlais des enzymes et des matières qui étaient présentes dans le méthaniseur aujourd'hui. C'est ni plus ni moins que les bactéries qui sont présentes dans la panse d'une vache. Mais on a peut-être des choses à faire pour pouvoir développer, justement, réussir à dégrader des matières qui sont un peu plus ligneuses. C'est vrai sur le bio-GNV, je pense que ça va être évoqué par GRDF. Le biométhane qu'on injecte dans le réseau, vous le comprimez à 200 bars et vous en faites ce qu'on appelle du GNV. Et donc, vous pouvez très bien adapter des véhicules essence pour en faire des véhicules qui fonctionnent au GNV. Chez GRDF, leur flotte de véhicules circule au GNV. Et on est sur un schéma qui est différent du schéma électrique, avec une autonomie qui est plus importante et quelque chose qui est peut-être plus adapté. Même si en France, on est pro-élec, il y a forcément une voie de valorisation possible avec le GNV. L'Italie l'a très bien fait, hein, ils ont plus de 800 000 véhicules qui travaillent. Pour ça, il faut qu'ils tournent au GNV, il faut effectivement des véhicules, il faut de la production et il faut aussi des stations-service qui sont adaptées. On réfléchit aussi au gaz porté, je pense que ça va être évoqué, mais il y a des coins qui ne sont pas forcément raccordés au réseau de GRDF. Et particulièrement en Bretagne, il y a des études qui sont faites aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte qu'un producteur ou des producteurs isolés pourraient peut-être avoir un intérêt à véhiculer ce gaz pour l'injecter sur un point d'action. L'agronomie, je l'ai évoqué, la méthanation. La méthanation, c'est quoi? Très rapidement, aujourd'hui, avec les centrales nucléaires, vous savez qu'on produit de l'élec à des moments où on n'a pas forcément besoin. On peut faire ce qu'on appelle le power to gas. Ça veut dire qu'en fait, on transforme l'électricité en hydrogène. Cet hydrogène, si on l'associe au CO2 qui est produit lors du processus de méthanisation, parce que je vous disais qu'en gros, il y a 50% qui est produit sous forme de CH4 et le reste du gaz, c'est principalement du CO2. En combinant par voie biologique ou par voie catalytique le CO2 avec l'H2, vous reconstituez du CH4. Ça veut dire qu'un méthaniseur qui aujourd'hui produit 10, il va être en mesure de produire 17, 18 si on arrive à mettre en place cette technologie. Ça, c'est des réflexions qu'on mène avec le CEA de Grenoble, entre autres, mais avec d'autres faiseurs, parce que pour nous, c'est une voie d'avenir sur la méthanisation. L'AMF, c'est aussi de la communication. On intervient à des salons. J'évoquais le salon Expo Biogaz de la semaine dernière. On intervient à des conventions. Bon, parfois, ça arrive qu'il y ait des banques qui nous appellent et qui nous demandent de participer à des conférences. Bon, voilà. Je pense que c'est bien qu'on puisse intervenir et donner un peu justement notre retour d'expérience. J'espère que c'est apprécié et en l'occurrence, si je le fais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir parce que effectivement, le Crédit Agricole est un acteur prépondérant pour le financement du projet et le financement, ça reste un des éléments clés du projet de méthanisation. C'est une grosse ferme à acheter un méthaniseur. Hein. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions d'euros. C'est du lourd, sauf que le prix des terres, depuis 200 ans, on a vu ce qu'il a fait. Un méthaniseur, quand il est planté, je ne pense pas que ce soit Madame la Présidente qui va venir le matin et remplir le méthaniseur pour essayer de le faire tourner. Hein. On est d'accord. Donc non, le Crédit Agricole commence à avoir ce retour d'expérience de financement et effectivement, c'est quelque chose qu'il
qui est très important pour beaucoup de porteurs de projets parce que on sent qu'il n'y a pas une acceptabilité identique d'une banque à l'autre. On est très content, je suis très content de pouvoir intervenir aujourd'hui sur ce sujet. La vie du réseau est également très importante. On a de la communication interne avec des newsletters aussi, mais on se rencontre 4-5 fois par an, une fois à Paris, le reste chez d'autres adhérents pour échanger, voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a des journées d'entraide et puis des journées régionales parce qu'il y a des régions qui sont un peu différentes des autres. Il y a 2 actions que j'ai mis à part. La première, c'est la charte. Ça y est, elle rentre en application. L'objectif premier de la charte, c'est de montrer que les agriculteurs qui n'ont pas forcément une belle étiquette parce que ce n'est pas des vrais industriels. Quand vous allez voir des constructeurs, ouais, mais attendez, et il est où votre document unique, votre document de prévention, comment vous allez faire on n'a pas le safety first que peuvent avoir d'autres grosses entreprises. Et l'intérêt, c'est de montrer avec la charte qu'on a mis en place une charte avec un classeur et le guide des bonnes pratiques. On fait des audits, au début en interne et puis maintenant en externe. On a 2 cabinets externes qui viennent faire des audits. On a délivré les 3 premières attestations à l'AMF aujourd'hui de conformité, donc il n'y a pas très longtemps, puisque vous voyez que c'était début de ce mois. Notre objectif, c'est d'avoir un quart des adhérents qui soient chartés en 2018 et 100% en 2020. Avec cette charte, on va arriver justement à prouver, à montrer que si on est adhérent à l'AMF, on a un certain niveau d'exigence et de qualité. Et ça fait partie également des rôles que veut s'octroyer l'AMF pour dire s'il est adhérent à l'AMF, il a un certain niveau d'exigence, un certain niveau de compétence, et en termes de garantie, ça doit être également facilitateur pour le financement. Voilà. Le deuxième autre point important, ça la formation. Je me dépêche, c'est la formation. Formation sécurité. Ça rentre aussi dans le professionnalisme. Et puis, avec Groupama, on a mis en place également un cahier REX pour donner des conseils sur comment bien exploiter, bien construire son unité de méthanisation. On fait des formations tutorées sur plusieurs jours. Et puis, se met en place, j'évoquais tout à l'heure les certificats de spécialisation méta, pour former les jeunes, parce qu'aujourd'hui, dans les lycées professionnels agricoles, ça n'existait pas. Il y a des écoles qui le font, qui commencent à avoir des méthaniseurs et qui commencent à avoir des formations là-dessus. Il faut le faire parce que on va effectivement avoir besoin de main-d'œuvre. Donc, j'en finis là-dessus, mais ce que je veux dire, et ces 2 points, je les ai mis à part parce que ce que je veux vous dire par là, c'est que l'objectif de l'AMF, c'est bien de professionnaliser la filière qui, parfois, a une mauvaise image. Le contre-exemple sera fatal. Un méthaniseur qui va mal, qui plante, un accident, ça peut être dramatique. Et pour le site et pour la filière. En termes financiers, ça peut être compliqué aussi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quoi ? Que les agriculteurs ont plutôt tendance à bien faire tourner leurs unités de méthanisation parce qu'ils jouent avec leur argent, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Là où d'autres grands groupes ou d'autres grandes villes ont mis en place des méthaniseurs 5, 6, 7, 10 fois plus chers qu'un méthaniseur agricole, mais ils ne le font pas tourner au nominal. Quand on a mis en place notre projet, nous, en Seine-et-Marne, il y avait 2 projets pilotes. La ferme d'Arcy, que j'exploite avec mon frère, et Lille. Lille devait faire du 800 € au mètre cube, nous, du 125. On est monté assez rapidement à 145, 150. Aujourd'hui, Lille produit moins que nous, avec un méthaniseur qui a coûté beaucoup plus cher. C'est l'argent de la collectivité, c'est pas forcément vu pareil. Il y a d'autres exemples de grosses installations de plusieurs mégas qui n'ont pas forcément la disponibilité escomptée. Donc, sachons montrer que, et n'ayons pas peur de nos ambitions, montrons qu'on sait faire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une association à laquelle vous pouvez adhérer si vous avez un projet pour mettre en place justement ce qu'on pense être un outil de demain. Voilà, je vous remercie. Merci Moritz. Peut-être une question quand même complémentaire. Vous avez parlé de formation, vous avez parlé d'accompagnement des porteurs de projets. Est-ce que ça va ? Parce qu'on va le voir, et peut-être que certains d'entre vous le savent dans la salle, c'est souvent le choix de la technologie aussi. On est devant, on a des technologies qui sont diverses et variées. Est-ce que l'association pourrait aller jusque-là, jusqu'à conseiller une technologie plutôt qu'une autre ? Alors, je vous l'ai dit, c'est uni dans la diversité, la devise de l'AMF. Et dans la diversité, il y a la voie solide, la voie liquide, l'infiniment mélangée. Les agitateurs, ils peuvent être immergés, des agitateurs externes. Chacun doit trouver sa place. Et en fonction de ses besoins, de ses gisements, de ses intrants, quelqu'un qui a beaucoup de fumier, il ne va pas bâtir le même méthaniseur avec les mêmes outils que quelqu'un qui a que justement des cives. Et nous, on ne va pas être là pour juger les constructeurs et dire il faut plutôt choisir ce constructeur que celui-là. Non, ça, ce n'est pas notre rôle à l'AMF.
Nous, on est côté agricole, côté agriculteur, et on va plutôt lui dire, bah, écoute, si tu mets vraiment beaucoup de fumier, dans ton incorporateur, pense à mettre un système de broyage ou traitement des matières en entrée pour avoir une meilleure digestibilité. Si tes gisements, c'est des poussières de céréales, du fumier très sec, et ça, pourquoi peut-être pas la voie solide plutôt que la voie liquide? Donc ça, c'est des réflexions qui peuvent nous être apportées. On peut donner notre avis sur la qualité et le REX qu'on a, nous, avec le matériel qu'on utilise. Donc oui, on va être de bons conseils sur le type de technologie à apporter, mais pas sur le choix d'un constructeur. Un autre exemple classique, c'est l'injection. Bah voilà, on a été les premiers à faire l'injection en France, donc l'épuration du biogaz en biométhane. On a choisi une technologie qui s'appelle la technologie de filtration membranaire. C'est des membranes polymères à fibre courte. Enfin, je ne vais pas vous faire le détail technique, mais en gros, il y a 4 technos qui existent aujourd'hui en France sur l'épuration: lavage à l'eau, lavage aux amines, le PSA, les membranes. Les 4 fonctionnent. À l'AMF, il y a les 4. Chacun voit midi à sa porte et sent mieux avec une techno plutôt qu'une autre. Nous, on sature le réseau, on a besoin de faire fluctuer très rapidement notre production parce que la nuit, l'été, ou même dès maintenant, de toute façon, les gens consomment moins la nuit et donc on est obligé de faire tourner notre machine à laver moins vite. La techno membranaire est en mesure de conserver une qualité constante avec un débit variable. C'était notre choix. Il y en a d'autres qui vont prendre du lavage à l'eau et qui vont être très satisfaits avec ce système-là. Donc il faut adapter la technologie à ses besoins. Alors on continuera effectivement d'exposer ces retours d'expérience tout à l'heure dans la table ronde qui clôturera cet après-midi. Juste pour vous dire que, bien évidemment, cette table ronde sera interactive, donc vous pourrez poser vos questions à l'ensemble des porteurs de projets tout à l'heure. Il y aura une phase d'interaction. Et si vous nous suivez sur le site internet du Crédit Agricole, pour ça, vous pouvez poser vos questions en direct sur le live tweet, parce que là, on est en train de recevoir d'ailleurs les premières réflexions, pas les questions pour l'instant. Et pour ça, c'est @CA-6_ nord-est, tout attaché. Donc vous pouvez, même dans la salle, poser vos questions sur le live tweet et on en affichera certaines tout à l'heure. Merci Moritz. C'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure. On va continuer là aussi de dégrainer les différentes... les différents items qu'il faut appréhender quand on veut se lancer dans un projet de méthanisation. On a vu la valorisation, c'est sous 4 formes. Hein. C'est soit de l'électricité, soit de la chaleur, enfin souvent les deux, soit du biométhane, et puis évidemment le digesta qui sert comme engrais dans vos exploitations. Et pour bien comprendre l'ambition des énergéticiens, parce que ce sont des acteurs, des coproducteurs de votre développement. On va recevoir Denis Mécrin. Je demande à Denis Mécrin de GRDF de nous rejoindre. On peut l'applaudir.